à 92 ans. La légendaire chanteuse de Downtown, Petula Clark, révèle enfin les secrets qu'elle a gardés cachés pendant des décennies. Des pressions intenses du showbiz et des menaces terrifiantes à la vérité. Sur son mariage avec Claude Wolff et sa mystérieuse rencontre avec Elvis Presley. Elle raconte tout. Que s'est-il passé? La célébrité valait-elle le prix qu'elle a payé? Regardez maintenant pour découvrir toute l'histoire. Enfance et début de carrière. L'histoire de Petula Clark commence par un nom qui n'a jamais été considéré comme le sien. Le 15 novembre 1932, elle naît à Yulee, dans le Surrey, sous le nom de Sally Alwyn Clark. Mays Leslie, son père, avait un point de vue différent. Petula était le résultat de la combinaison des noms de deux de ses petites amies précédentes, Pet et Ula, pour créer le nom original. Sa mère n'est pas ravie, mais elle insiste pour que le nom soit utilisé, sans plus attendre. Sa vie avait déjà pris un tournant inattendu avant même d'avoir commencé. Le genre d'éducation où l'on reste au même endroit et où l'on grandit avec les mêmes compagnons n'est pas quelque chose qu'elle a connu. Ses grands-parents vivaient dans une petite ville minière du pays de Galles, appelée Abercanade, et elle passait beaucoup de temps avec eux lorsque ses parents travaillaient comme infirmiers. Après un certain temps et le début de la guerre, la famille a continué à déménager pour éviter d'être touchée par les bombardiers. Elle a été façonnée par la transformation en cours. Elle s'imprègne des dialectes, apprend à s'adapter et, sans même s'en rendre compte, s'achemine vers le métier d'artiste en développant les capacités qui lui apporteront le succès. Lorsqu'elle chante pour la première fois devant un public, c'est presque trop parfait pour être vrai. Elle n'avait que 7 ans lorsqu'elle s'est retrouvée dans un pub très fréquenté, entourée de mineurs du pays de Galles. L'atmosphère était dense en fumée et les voix étaient fortes. Cependant, dès qu'elle ouvrait la bouche pour chanter, l'environnement devenait calme. Dans une très faible mesure, il s'agissait d'un avant-goût de ce qui allait se passer. Mais c'est l'année 1942 qui marque le véritable tournant. À l'âge de 9 ans, son père l'emmène à l'Underground Criterion Theatre de Londres pour enregistrer un message destiné à son oncle, qui est en poste en Afrique du Nord. Son oncle servait dans l'armée. Selon le plan, il devait s'agir d'une simple émission de radio, un segment d'une émission de la BBC intitulée « It's All Yours ». Après cela, les sirènes d'alerte aérienne ont commencé à retentir, ce qui s'est produit au milieu de tout. Les personnes présentes dans le bunker s'inquiètent de plus en plus des explosions qui grondent au-dessus d'elles. Le producteur du spectacle avait besoin d'une diversion. Il a demandé si quelqu'un n'était intéressé par le spectacle. L'une des mains de Petula a été soulevée. Au départ, elle souhaitait interpréter un comédien connu, mais son père l'a encouragée à se concentrer sur le chant. Pour se rapprocher du micro, elle monte sur une boîte et commence à chanter la chanson Mighty Lech a Rose. Oh. Sa voix était inébranlable et d'une clarté inébranlable, et elle transperçait la terreur qui régnait dans la pièce. Pendant qu'elle chantait, l'orchestre s'est joint à elle et, pendant un petit moment, les combats qui se déroulaient à l'extérieur ont disparu. Grâce à cette seule prestation, tout a changé. Au lendemain de la transmission, la BBC reçoit un déluge de messages d'auditeurs désireux d'entendre plus souvent la jeune fille à la voix céleste. En un instant, elle s'est imposée comme une habituée de la radio. Au cours des 3 années suivantes, elle a donné des centaines de représentations supplémentaires et sa voix est devenue une source de réconfort pour une nation en pleine guerre. Dès l'âge de 11 ans, on la surnomme la Shirley Temple britannique. Ce n'était pas seulement son talent qui faisait ressentir quelque chose aux gens, c'était aussi la façon dont elle les faisait ressentir. Elle pouvait imiter des chanteuses célèbres telles que Vera Lynn et Sophie Tucker, et elle pouvait faire rire le public à un moment donné et l'émouvoir aux larmes l'instant d'après, lorsqu'elle chantait. Avec eux, les soldats ont apporté sa photographie dans le conflit. Ils la considéraient comme plus qu'une simple chanteuse. Ils se battent pour tout, y compris pour leur maison. Et elle en est le symbole. Ses apparitions ne se limitent pas aux théâtres les plus prestigieux. Les abris anti-atomiques, les hôpitaux et les camps militaires sont autant de lieux où elle chante. À l'âge de 12 ans, elle avait déjà donné plus de 500 concerts pour l'armée. Puis vint le moment qui la fit entrer dans les annales de l'histoire. Lorsque la guerre en Europe a pris fin en 1945, une grande fête a été organisée à Trafalgar Square pour commémorer l'événement. Des milliers de personnes se sont rassemblées, ont applaudi, pleuré et se sont serrées les unes contre les autres. En outre,
Petula Clark s'est levée et a chanté au milieu de tout ce qui se passait. Pendant la guerre, la jeune femme qui avait passé son temps à essayer de remonter le moral des gens participait désormais à la victoire de la nation. L'ascension de Petula Clark n'était pas du tout préméditée. L'événement s'est produit par hasard alors qu'elle n'avait que 12 ans. Lorsque le cinéaste Maurice Elvey l'entend, elle se produit au Royal Albert Hall pour les militaires britanniques en visite. Le fait qu'elle n'ait jamais joué auparavant ne l'a pas empêchée de la faire jouer dans Medal for the General, 1944. Elle l'a tellement impressionnée qu'il l'a fait. Instantanément, elle devient la Shirley Temple britannique, une enfant star qui possède une voix imposante et une présence naturelle à la télévision. Au cours des 5 années suivantes, elle apparaît dans 17 films différents. I Know Where I'm Going, sorti en 1945 et réalisé par les grands Michael Powell et Emmerich Pressburger, est considéré comme l'un de ses films les plus importants. Bien qu'elle n'ait que 13 ans, elle se distingue même parmi des artistes plus expérimentés. À l'âge de 16 ans, elle avait déjà donné des représentations pour Winston Churchill, le roi George VI et Bernard Montgomery, le maréchal de camp. Ce terme résume si bien sa notoriété croissante qu'on commence à l'appeler « Singing Sweetheart », l'amour chantant. Malgré le succès qu'elle a connu dans l'industrie cinématographique, sa carrière sera définie par sa musique. Carrière multilingue. The Little Shoemaker a été enregistrée par elle en 1954, bien qu'elle n'en ait d'abord pas manifesté le désir. Elle pensait que la chanson était trop infantile pour son image naissante. Mais son manager a réussi à la persuader du contraire, ce qui s'est avéré être la décision la plus appropriée. À la surprise générale, la chanson est devenue numéro 1 en Australie après avoir atteint la 7e place au Royaume-Uni. Clark est ainsi devenue la première musicienne britannique à atteindre le sommet des charts en Australie, ce qui était un exploit inouï à l'époque. Le fait que la chanson ait été si largement diffusée l'a rendue encore plus révolutionnaire. À une époque où la majorité des musiciens ne travaillaient que dans une seule langue, elle a pris une décision courageuse en l'enregistrant en anglais, en français, en allemand et en italien. L'influence a été considérable. À la fin de l'année 1954, elle avait joué devant une foule record de 124 000 personnes à l'Exhibition Ground de Newcastle, en Australie. Il s'agissait du plus grand public devant lequel un artiste du pays avait dû se produire jusqu'alors. Ce n'est pas la fin de sa carrière dans plusieurs langues. Incroyablement, elle a pu enregistrer sa première chanson française, France mon cœur, en 1957, sans avoir aucune des compétences linguistiques nécessaires pour le faire. Les sons étaient gravés dans sa mémoire et elle les a appris phonétiquement, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils signifiaient. Néanmoins, la chanson est entrée dans le top 10 des hit-parades français grâce à la force de son interprétation. En 1962, elle avait atteint un tel niveau de maîtrise de la langue qu'elle s'est vue décerner le célèbre Grand Prix du disque français pour son travail sur Chariot. La même année, elle a enregistré des disques simultanément dans 3 langues différentes. Chariot en français, Monsieur en allemand et Roméo en anglais. Personne d'autre dans le monde de l'art n'avait jamais accompli cela. Clark ne s'est pas contentée de traduire ses chansons. Elle a également enregistré des morceaux uniques pour chaque région. Prenant chaque langue comme un nouveau défi créatif, elle a chanté en italien, en espagnol et même en japonais. Elle a été une artiste multilingue. Au milieu des années 1960, sa chanson française, Ya Twist, s'était déjà vendue à plus d'1 million d'exemplaires en France. Lorsque Tony Hatch arrive à Petula Clark en 1964, il apporte avec lui une chanson intitulée Downtown. Il pense qu'elle a le potentiel pour devenir un succès, mais Clark n'est pas convaincu. Elle estime que les paroles sont trop directes et ne correspondent pas à son style. Hatch n'a pas essayé de démissionner. Il était très clair pour lui que la musique avait quelque chose d'unique. Après un certain temps, Clark donna son accord pour l'enregistrement. C'est au Pye Studio de Londres que la session a débuté le 16 octobre 1964. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à mal tourner. Les coupures d'électricité répétées ont entraîné des retards. Le niveau d'agacement dans la salle augmente rapidement. À un moment donné, Clark était tellement frustrée qu'elle était sur le point de partir, pensant que la chanson était maudite. Ils ont continué, déterminés dans leur poursuite de l'achèvement. Ils ont pu réaliser la dernière prise quelques minutes, seulement avant que le studio ne ferme ses portes.
Downtown est publié simultanément dans 4 pays, le 16 novembre 1964, ce qui constitue un exploit presque inédit à l'époque, compte tenu des circonstances. Sur le Billboard Hot 100, il a fait ses débuts à la 87 et place aux États-Unis, même si c'était un début brillant. La suite des événements a été surprenante. C'est comme une traînée de poudre que la chanson s'est répandue. En moins d'un mois, elle s'était déjà hissée à la 5e place de la liste. Clarke est ensuite devenue la première artiste britannique à atteindre le sommet des palmarès aux États-Unis pendant l'ère du rock and roll, lorsque sa chanson a atteint la première place le 23 janvier 1965. Seule la chanson I Feel Fine des Beatles l'a empêchée d'atteindre la première place au Royaume-Uni, où elle s'est classée 2e. Cela n'a pas empêché Downtown de devenir un phénomène mondial. L'Allemagne de l'Ouest, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie figurent parmi les pays où la chanson s'est imposée. Non seulement la chanson a fait un tabac, mais elle a aussi changé le cours du jeu. Le Grammy Award du meilleur enregistrement de rock and roll a été décerné à Downtown en 1965. La concurrence était rude. Dans les années 1960, alors que l'industrie musicale était dominée par des groupes tels que les Beatles et les Beach Boys, une chanteuse de 32 ans a accompli quelque chose qui était presque difficile à faire dans l'industrie du divertissement pour les jeunes. I Know a Place, My Love et Don't Sleep in the Subway ne sont que quelques-unes des chansons que Petula Clark a dominées des 2 côtés de l'océan Atlantique. Son ascension vers la célébrité a commencé avec sa chanson phare Downtown, qui a fait d'elle un phénomène mondial. Alors qu'elle est acclamée comme une célébrité aux États-Unis, son triomphe dans son propre pays, l'Angleterre, est loin d'être aussi important. L'histoire de Clarke ne s'arrête pas là. En enregistrant dans plusieurs langues, dont le français, l'allemand et l'italien, elle a pu élargir sa sphère d'influence et est finalement devenue l'une des interprètes mondiales les plus populaires de l'histoire. Son single, Monsieur, a même été certifié disque d'or et a battu des records en Allemagne, où il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et a été certifié disque d'or. Non seulement Clarke a dominé l'industrie musicale, mais elle a également dominé l'industrie hollywoodienne en jouant des rôles difficiles. C'est en 1968, alors qu'elle a 35 ans, qu'elle joue aux côtés du grand Fred Astaire dans le film Finian's Rainbow. Bien que le film reçoive des critiques positives, il n'atteint pas le succès commercial escompté. Le rôle suivant, qu'elle joue dans le film Goodbye, Mr. Chips, en 1969, lui pose un défi plus difficile. Elle doit représenter un personnage qui a vécu 20 ans de sa vie à l'écran. Le public et les critiques sont persuadés qu'elle n'est pas seulement une chanteuse qui s'est reconvertie dans la comédie, mais plutôt une véritable actrice. Elle a réussi à atteindre cet objectif. Clarke continue d'étonner le public en tentant de se produire à Broadway au cours de la décennie des années 1980. Dans le film La Mélodie du Bonheur, elle joue le rôle de Maria von Trapp, qui est souvent attribuée à des femmes plus jeunes. Elle avait 48 ans lorsqu'elle a accepté le rôle. Le fait qu'elle ait joué pendant 15 mois consécutifs l'a aidée à gagner le cœur du public. Mais c'est son expérience et sa profondeur émotionnelle qui ont fait la différence. Sunset Boulevard, dans lequel elle incarne Norma Desmond, est le rôle qui lui a valu le plus de succès sur scène en 1995. Non seulement Clarke a réalisé une performance dramatique qui a fait passer les spectateurs de l'étonnement à l'empathie pour la douleur de Norma, mais elle est également devenue l'actrice la plus âgée à avoir jamais interprété ce personnage. Clarke avait 62 ans lorsqu'elle a interprété le rôle. Ce rôle lui a permis de se produire à Londres 600 fois au total, la consacrant ainsi comme une artiste qui transcende le temps. Bien qu'octogénaire, Clarke ne montre aucun signe de ralentissement. En 2017, elle a sorti son 48e album studio, intitulé Living for Today, qui contient une combinaison de chansons originales et de reprises, dont une interprétation remarquable de Higher Love. Plus étonnante encore, elle s'est lancée dans une tournée de 53 nuits à travers les États-Unis à l'âge de 85 ans. Au cours de cette tournée, elle a chanté des chansons qui ont été à la base de sa carrière pendant plus d'un demi-siècle. La carrière de Petula Clarke a été marquée par plusieurs événements importants et audacieux, mais l'une des occasions les plus significatives s'est produite en dehors de l'environnement musical ou théâtral. Lors de l'enregistrement d'une émission spéciale de la NBC en 1968,
Elle fait un geste qui restera dans l'histoire. Elle pose sa main sur le bras de Harry Belafonte pendant qu'il se produit. À une époque de l'histoire américaine où le racisme était encore un problème omniprésent dans la société, une petite action est devenue une source de controverse aux États-Unis. Petula Clark est plus qu'une simple artiste. C'est une légende vivante, avec plus de 70 millions de disques vendus, des centaines de chansons interprétées, des rôles emblématiques joués et de nombreuses étapes franchies. La question qui se pose est la suivante. Combien de temps encore va-t-elle continuer à étonner le monde entier? Moments historiques. Dans la soirée du 8 avril 1968, un moment apparemment simple mais extrêmement significatif s'est produit. Au cours de son émission spéciale, la chanteuse blanche Petula Clark a accidentellement touché le bras du célèbre chanteur noir Harry Belafonte, alors qu'ils interprétaient une chanson contre la guerre. L'incident n'a duré que 3,5 secondes, mais son poids a largement dépassé le cadre d'une émission musicale. À cette époque, l'Amérique était encore plongée dans la ségrégation raciale. Dans 17 États, les mariages interraciaux étaient encore considérés comme illégaux. Le mouvement des droits civiques est à son apogée, et, 4 jours auparavant, le leader Martin Luther King Jr. avait été assassiné. Dans ce contexte, un petit geste comme le toucher entre deux artistes est devenu une déclaration puissante, un défi aux préjugés et aux barrières sociales. Mais ce qui est important, c'est que ce moment n'était pas prévu dans le scénario. Ce n'était pas une cascade, ce n'était pas un coup monté. Il s'est produit tout à fait naturellement. La chanson qu'il chantait était un appel à la paix, contre la guerre et la division. Dans ce moment d'émotion, Petula Clark a posé sa main sur le bras de Harry Belafonte. C'était un acte authentique, sans aucun calcul. Et pourtant, l'Amérique l'a remarqué. NBC a reçu plus de 3000 appels et lettres dans les premières 24 heures. Les réactions du public ont été mitigées. Beaucoup étaient en colère. Ils y ont vu une insulte, un comportement inacceptable à la télévision. Mais d'autres ont vu dans ce moment une avancée significative dans la lutte pour l'égalité raciale. Pour un homme présent sur le plateau ce soir-là, cependant, l'indignation était profondément personnelle. Doyle Lott, cadre chez Chrysler, qui a sponsorisé l'émission, a été stupéfait par la scène. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un scandale social, mais d'une menace pour les ventes de voitures de la société. Lott craignait que le public du Sud, encore profondément raciste, ne boycotte la marque Plymouth si l'émission était diffusée dans son intégralité. Il a immédiatement demandé à NBC de couper la scène et de tourner une autre version, sans aucune interaction entre les deux artistes. Il ne s'agissait pas seulement d'une question d'art ou d'opinion publique. Pour Chrysler, c'était une question d'argent. Elle ne voulait pas perdre de clients à cause d'un acte controversé à la télévision. Mais Petula Clark ne l'acceptera pas. Elle n'était pas une débutante, ni quelqu'un que l'on pouvait bousculer. À l'époque, Petula Clark est au sommet de sa carrière, avec 15 succès consécutifs dans le top 40 aux États-Unis. Il s'agissait de sa première émission spéciale télévisée dans le pays, une occasion unique d'élargir son marché. Mais au lieu de céder, elle s'est battue. La confrontation entre Petula Clark, le producteur Claude Wolfe, son mari, les cadres de NBC et Doyle Lott dura jusqu'au lendemain matin. Doyle Lott était tellement en colère qu'il a crié au milieu de la salle. « De conférence, vous devrez me passer sur le corps si vous voulez diffuser cette émission. » Mais Clark ne recule pas. Claude Wolfe et elle savaient que s'ils n'avaient pas d'autre choix, ils devaient agir. À 15 heures. Mais, après 12 heures de tension, ils ont pris une décision audacieuse. Ils ont détruit tous les enregistrements de remplacement. 7 versions différentes de l'émission ont été effacées. Les bandes contenant 37 minutes d'images ont été détruites à l'aide d'aimants. Il n'en reste qu'une. La seule version où Petula Clark touche le bras de Harry Belafonte. Elle savait que si elle voulait que ce moment soit préservé, elle ne pouvait pas laisser d'autre choix. Petula Clark a tout mis en jeu. Elle a déclaré à NBC « Soit l'émission sera diffusée dans son intégralité, soit je ne ferai plus jamais de télévision américaine. » Et elle a gagné. Avingt et un Hatch. Mais, le 8 avril 1968, 4 jours seulement après l'assassinat de Martin Luther King Jr., a été assassinée. L'émission a été diffusée exactement comme elle le souhaitait. La touche est toujours là. Doyle Lott et Chrysler ont perdu. Ils n'ont pas pu empêcher la vérité de passer à la télévision. Ce bref instant de 3,5 secondes est devenu une étape importante.
un tournant dans l'industrie de la télévision américaine. Ce jour-là, Petula Clark est devenue plus qu'une simple chanteuse. Elle est devenue une icône, une femme qui a utilisé sa position pour briser les barrières. Une artiste qui a refusé de céder à la pression commerciale. Et grâce à elle, l'Amérique a fait un pas, petit mais irréversible, vers l'égalité. Rencontre fatale. Le 1 juin 1969, Petula Clark arrive dans une ville inconnue, sans savoir qu'elle est sur le point d'entrer dans l'histoire de la musique. Elle se rend à l'hôtel Reine Élisabeth de Montréal et se trouve par hasard dans la chambre 1742, où John Lennon enregistre « Give Peace a Chance », une chanson qui deviendra l'un des hymnes du mouvement anti-guerre. L'atmosphère qui régnait dans cette pièce était très particulière. Il n'y avait pas de matériel d'enregistrement professionnel ni d'arrangement élaboré, juste quelques microphones et un simple magnétophone apporté par le propriétaire d'un studio local. Lennon et Yoko Ono n'étaient pas seuls. Ils étaient entourés d'un groupe de poètes, de journalistes, d'activistes et d'autres artistes. L'atmosphère était animée, parfois presque chaotique. Au milieu de la foule, Petula Clark se voit remettre une feuille de parole et est invitée à participer à la session d'enregistrement. Elle chante avec tout le monde, s'immergeant dans ce moment spécial. Cependant, lorsque l'enregistrement a été publié, Petula Clark pouvait à peine entendre sa voix. Des années plus tard, elle a admis qu'il n'y avait aucune trace d'elle dans le mixage final. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle savait qu'elle avait contribué à un moment historique, ne serait-ce qu'en tant que voix parmi des dizaines d'autres. Quelques semaines auparavant, Clark avait vécu une expérience très différente à Montréal. Elle s'est produite à la Place des Arts, l'une des salles de concert les plus prestigieuses, où elle s'est produite à de nombreuses reprises. En tant qu'artiste parlant couramment l'anglais et le français, elle s'était toujours enorgueillie de sa capacité à communiquer avec un public bilingue. Mais cette fois-ci, l'ambiance a changé. Les tensions entre les anglophones et les francophones du Québec sont à leur comble. Le Front national du Québec, FLQ, a commis une série d'attentats à la bombe et le fossé culturel se creuse. Lorsque Clark chante en français, le public anglophone la houait. Mais lorsqu'elle passe à l'anglais, les francophones font de même. Debout sur scène, elle a été choquée de se retrouver prise entre deux vagues contradictoires. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de sa carrière. Non pas parce que sa voix ou sa performance était critiquée, mais parce qu'elle se trouvait au centre d'une controverse politique qu'elle ne souhaitait pas. Pour Madame Clark, la musique a toujours été un pont qui rapproche les gens. Mais ce soir-là, elle a été une ligne de démarcation. Toutes les rencontres inattendues de Clark n'étaient pas aussi sérieuses. Certaines étaient tout simplement étranges, voire humoristiques. À la fin des années 1960, lors d'une tournée à Las Vegas, Clark et son amie Karen Carpenter décident de prendre une soirée pour aller voir Elvis Presley. Elvis est alors en plein retour, dominant la scène de son charisme inégalé. Lorsqu'il aperçoit Clark et Carpenter dans la foule, il ne manque pas l'occasion de les saluer. Après le spectacle, Elvis les invite tous les deux en coulisses. Clark se souviendra plus tard qu'Elvis était très beau ce soir-là. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est l'attention particulière qu'il leur a accordée. Au début, Clark pensait qu'Elvis était simplement hospitalier, mais elle n'a pas mis longtemps à comprendre qu'il flirtait, et pas seulement avec elle, mais aussi avec Karen Carpenter. La situation s'est rapidement transformée en une scène de film. L'un des hommes les plus célèbres du monde tentant de séduire deux femmes en même temps. Miles Clark, avec son flair et sa sensibilité, savait que ce n'était pas une situation qu'elle voulait continuer. Avec un peu de réflexion, elle a pris la main de Carpenter et est partie gracieusement. Lorsqu'elle s'est souvenue de ce moment plus tard, elle a simplement ri et a dit « Nous avions d'autres choses à faire. » En 1979, lorsque Margaret Thatcher est devenue la première femme première ministre de Grande-Bretagne, Madame Clark a envoyé un simple télégramme de félicitations. Pour elle, il s'agissait d'un simple geste de politesse visant à reconnaître une étape importante pour les femmes en politique. Mais le public ne l'a pas vu de cette façon. Immédiatement, une vague de réactions négatives a éclaté. Nombreux sont ceux qui pensent que Clark soutient ouvertement l'idéologie conservatrice de Thatcher, ce que tous ses fans n'approuvent pas. Les lettres de critique affluent dans sa boîte aux lettres électroniques. Certaines stations de radio cessent de diffuser sa musique, et les invitations à se produire lors d'événements majeurs commencent à disparaître. Les ventes de son album au Royaume-Uni ont souffert.
Clarke a tenté d'expliquer qu'elle ne faisait pas de déclaration politique, mais qu'elle commémorait simplement un moment historique. Mais une fois que le public s'est fait une opinion, les explications n'ont plus d'importance. Elle avait appris une dure leçon. Pour les personnalités publiques, même les plus petites actions peuvent avoir d'énormes conséquences. Malgré les hauts et les bas de sa carrière, Petula Clarke n'a jamais évité les conversations difficiles. Elle comprenait que l'industrie du spectacle pouvait être brutale, surtout pour les femmes. Dès les années 1950, elle a été confrontée au harcèlement, à l'inégalité salariale et au fait d'être négligée au profit de collègues masculins moins talentueux. Mais elle n'a jamais reculé. Madame Clarke a bâti sa carrière sur un talent authentique, un travail acharné et un esprit inébranlable, quelles que soient les difficultés rencontrées, qu'il s'agisse de controverses politiques ou de situations délicates avec les plus grandes stars du monde. Elle a continué à briller et a laissé sa marque dans l'histoire de la musique. Petula Clarke est une icône de la musique et du divertissement dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Cependant, derrière les projecteurs se cachent des histoires peu connues, des coins sombres d'injustice, des décisions personnelles difficiles et une lutte inébranlable pour la justice. Des révélations choquantes. Pendant des années, Petula Clarke a gardé le silence sur un secret douloureux. Mais en 2018, elle s'est finalement ouverte dans une interview, révélant des expériences qu'elle avait gardées cachées pendant des décennies. L'une des histoires les plus marquantes s'est déroulée en 1965. À l'époque, elle était l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, aimée par des millions de fans. Un jour, un puissant producteur l'a invitée dans sa chambre d'hôtel pour discuter d'un projet musical. Elle croyait qu'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle s'est rendue compte que ses véritables intentions étaient tout autres. Petula Clarke a eu la chance d'échapper à cette situation. Mais elle savait que si elle s'était exprimée publiquement à l'époque, sa carrière aurait pu prendre fin. C'était l'amère réalité de l'industrie du spectacle à cette époque. Les femmes se taisaient ou risquaient de perdre leur carrière. Mais les injustices ne s'arrêtent pas au harcèlement. Madame Clarke a révélé qu'elle était régulièrement moins bien payée que ses collègues masculins, même s'ils avaient moins d'expérience qu'elle. Elle s'est également vue refuser de nombreuses opportunités importantes, simplement parce qu'elle était une femme. À l'époque, une artiste féminine devait non seulement être talentueuse, mais aussi jolie et ne pas causer d'ennui pour s'imposer dans cette industrie impitoyable. Les gens acceptaient simplement que ce soient les hommes qui mènent la danse, se souvient-elle. Si vous essayez de remettre cela en question, votre carrière était pratiquement terminée. Mais les choses ont changé au fil du temps, et Clarke s'est fait plus entendre. Ces dernières années, elle a soutenu des mouvements comme MeToo et Time's Up, en utilisant sa voix pour sensibiliser au sexisme dans l'industrie du divertissement. Elle a donné des interviews, écrit des articles d'opinion et est apparue dans des documentaires sur le sujet. En 2020, elle a insisté sur le fait que malgré les progrès positifs, la lutte pour une véritable égalité était loin d'être terminée. Nous devons rester vigilants, a-t-elle souligné. Petula Clarke a rencontré Claude Wolff en 1961 dans les bureaux de Vogue Records. Elle cherchait à développer sa carrière musicale en France. Il était un spécialiste des relations publiques talentueux qui fut rapidement attiré par l'intelligence et le charme de Petula Clarke. En moins d'1 an, ils se sont mariés et ont fondé une famille. Ils ont eu 3 enfants. Barbara, née en 1961, Catherine, née en 1963, et Patrick, né en 1972. Pendant des décennies, leur mariage a été considéré comme l'un des plus durables de l'industrie. Du divertissement, une industrie où les romances sont souvent de courte durée et entachées de scandales. Cependant, en 2013, Clarke a surpris tout le monde en révélant qu'elle et Wolff n'avaient plus de relation amoureuse. Ils n'ont jamais divorcé, mais ils n'étaient plus mariés au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, ils ont eu une relation différente, toujours légalement mariés, mais vivant des vies séparées. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que leur relation professionnelle n'a jamais pris fin. Wolff a continué à gérer la carrière de Clarke jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'il meurt, le 20 mars 2024, à l'âge de 93 ans, elle est dévastée. Dans un post Facebook, elle écrit que la douleur est si grande qu'elle ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Leur mariage a duré 63 ans, un voyage tumultueux, mais qui est resté spécial. Ce qui a commencé comme une relation passionnée
s'est transformée en un lien profond qui a transcendé les stéréotypes conventionnels du mariage. En tant qu'artiste mondialement reconnue, Madame Clark a dû relever de nombreux défis pour concilier sa carrière et sa famille. Elle admet qu'il lui est arrivé de se sentir coupable de ne pas passer plus de temps avec ses enfants. Lorsqu'elle se produisait à Las Vegas, elle essayait de passer le plus de temps possible avec ses enfants avant de partir. Elle s'envolait pour les États-Unis depuis Genève, où vit sa famille, à la dernière minute, se produisait dès son arrivée, puis rentrait précipitamment chez elle dès la fin du spectacle. Cet emploi du temps l'a épuisée et, au fil du temps, elle s'est rendue compte que son travail et sa famille en pâtissaient. « Je pense que mes performances et ma famille n'étaient pas aussi bonnes qu'elles auraient pu l'être », admet-elle. Même lorsque ses enfants l'ont rassurée en lui disant qu'elle était une mère formidable, la culpabilité n'a jamais disparu. « J'ai toujours l'impression de ne pas être une mère parfaite, et je le serai probablement toujours. » Bon. Bien qu'elle soit surtout connue comme chanteuse, Petula Clark était également une musicienne de talent. En 1998, elle a été intronisée au Songwriters Hall of Fame, non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant que compositrice. Beaucoup de gens ignorent qu'elle a écrit de nombreuses chansons, dont un duo anti-guerre avec Harry Belafonte. Cette performance était audacieuse, controversée et très en avance sur son temps. Clark était également l'une des artistes les plus vendues au monde. Elle a remporté le Mayhem Award de l'artiste européenne la plus vendue en 1966. Et l'année suivante, elle a reçu le prix de l'artiste féminine la plus vendue dans le monde. En 1968, elle est nominée pour un Golden Globe pour son rôle dans Finian's Rainbow, rejoignant ainsi les rangs des plus grandes stars d'Hollywood. Sur scène, elle a également marqué les esprits avec des rôles dans La Mélodie du Bonheur, Les Bons Frères, Sunset Boulevard et Mary Poppins. Peu d'artistes peuvent conquérir à la fois la musique et le théâtre, mais Petula Clark l'a fait avec brio. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans la carrière de Petula Clark? S'agit-il de ses succès musicaux, de ses contributions sur scène ou de son combat persistant pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et rendez-vous dans les prochaines vidéos.